Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Fouet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme dont le parcours politique ne laisse personne indifférent. Il est titulaire d'un master en management des ressources humaines, acteur politique engagé, connu pour avoir été l'une des premières victimes de la loi sur le numérique au Bénin. Condamné en 2018 à 12 mois de prison ferme avec une amende de 3 millions de francs CFA suite à la création d'un mouvement dénommé Initiative de Niki, il n'a jamais pourtant cessé de militer pour un Bénin plus juste et plus inclusif. Président fondateur du MPL, entendait Mouvement politique de libération, un parti créé le 12 septembre à sa sortie de prison. En février 2020, il déclarait, je cite, « Nous sommes nés pour aller à la conquête du pouvoir. Nous irons jusqu'au bout, quitte à ce qu'on nous exclue. » L'homme est aujourd'hui leader de la coalition Bénin Debout CBD, un mouvement qui se veut porteur d'alternatives. Il se déclare farouche opposant au système actuel qu'il qualifie de système d'exclusion. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Sabé Sira Korogone. Monsieur Sabé Sira Korogone, bonjour. Bonjour, Monsieur Achille. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, je vais très bien. C'est un plaisir. Le plaisir est d'autant plus partagé. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes sur le territoire national? Depuis un certain temps, ouais, je ne le suis plus. Rassurez-nous que vous n'êtes pas en exil, hein? Il faut dire tout simplement que récemment, j'ai fait un tour très rapidement pour aller commémorer l'an 1 du décès de mon père, de mon feu père. OK. Mais je ne suis pas resté plus de 48 heures. D'accord. Est-ce que je dirais que je suis en exil? Non, non. Je me suis peut-être mis à l'abri. OK. À l'abri comme un autre avant nous l'a fait et nous l'avons en son temps constaté. OK. Entre 2013 et 2015, jusqu'à ce que les gens lui permettent de rentrer, d'être candidat à cette élection présidentielle en 2016 et d'être aujourd'hui au pouvoir. Vous savez, un homme qui, toutes les fois qu'il a eu l'occasion d'aller laver son honneur en face de la justice de son pays et qui n'a jugé bon, pour une première fois, ne faire que le mur, pour une seconde fois, passer par une malarière pour se défiler, et qu'il vienne dans ces conditions au pouvoir et que la seule arme qu'il brandit, c'est le spectre de la peur et de la terreur, que ce qui la gouvernance, c'est comment faire pour envoyer les autres en prison, en détention ou en exil, peut-être même d'autres encore dans des cimetières. C'est l'état de choses pour quelqu'un qui ne connaît pas la prison, malgré qu'à des moments donnés dans notre pays, on lui a reproché suffisamment de choses, et fait que, du coup, ça devient à la limite incompréhensible pour nous. Beaucoup de familles brisées par cet état de choses. Donc aujourd'hui, Sabé Sira Korogone se met simplement à l'abri. À l'abri parce que, ayant été victime déjà en 2018 d'un kidnapping, d'une parodie de justice, il faut se mettre à l'abri. Encore que cette fois-ci, au-delà même des histoires de prison, vous avez des questions de sécurité. Autrement dit, nous avons des anciens collaborateurs qui ont fait le choix d'aller aujourd'hui s'allier, d'être des pistons de secours pour ce pouvoir féodal, qui aujourd'hui, manifestement, n'ont d'objectif que de me voir en difficulté. Donc, je rentrerai au moment où je serai prêt et ça se fera incessamment. Ok, super. Déjà, vous annoncez déjà une bonne nouvelle parce que, je le dis, ça n'engage que moi. Le Bénin a besoin de tous ses enfants à la maison, bien sûr. Alors, absolument. Aussi, oui. si vous me permettez, et vous savez, l'activité économique est prise en otage dans notre pays. Ah bon? Nous n'avons plus la capacité d'agir, de fonctionner, de faire tourner nos activités au Bénin. Nous sommes aussi bien obligés, pour pouvoir subvenir aux besoins des nôtres, d'être en train de prospecter au-delà de nos frontières, pourvu que ça puisse nous permettre, d'une manière ou d'une autre, de réussir à joindre.
et à sortir les nôtres de la précarité dans laquelle ils sont en ce moment. D'accord. Cette intervention m'amène à vous poser une question tout de suite. Vous partagez donc l'avis de ce concitoyen, notre compatriote, qui a dit en tant qu'on aurait un monopole économique au pays. Actuellement, il est en prison pour l'avoir dit. J'ai le premier à l'avoir dit. L'activité économique est prise en otage. Déjà, depuis 1990, nous avons le cœur de notre économie, qui n'est rien d'autre que le coton et les activités connexes, qui est entre les mains d'un seul individu depuis 1990. Ça, au cours du déroulement, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'accord. Et lorsque ce dernier a eu des difficultés avec le régime du général Kérékou, il s'est résolu à amener lui-même quelqu'un au pouvoir, ce qu'il a fait d'ailleurs brillamment en 2006. Lorsqu'il est venu en 2006 au pouvoir, il s'est rendu compte que rien n'a changé pour lui entre 2006 et 2011. En 2011, il a eu l'ingénieuse idée de désormais, et à travers le programme de vérification des importations, qui était d'ailleurs un programme purement sécuritaire, parce que c'était à l'époque, le PVI, c'était à l'époque un programme sécuritaire, je me rappelle très bien, moi je suis un enfant du général Kérékou, c'est mon père spirituel. À l'époque du général Kérékou, il s'est dit que les rebelles du delta du Niger, ceux qui agissaient dans le Nigeria, et sur les champs pétrolifères, les armes qu'ils utilisaient passaient par notre port. Donc, notre port était devenu un port pour eux. Donc, il fallait trouver le moyen de vérifier tout ce qui sortait de notre port. C'est là où le programme de vérification est arrivé. Et puis, ce programme sécuritaire devrait juste permettre qu'on mette un scanner aux sorties du port pour être sûr que les armes ne passent pas par notre port. Quand eux sont venus, ils sont tombés sur le projet, c'est les hommes d'affaires. Moi, quand quelqu'un fait des affaires et qu'il saisit des opportunités, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais le faire en utilisant l'État, c'est ça justement qui pour moi est inconcevable. Donc, ce programme a été transformé en un programme de business à travers une entreprise qu'on appelle Bénin Control. On a remis désormais à la même personne notre port qui constitue pour moi notre économie. Vous remettez votre cœur. Vous avez votre cœur entre les mains d'un individu. Vous le remettez votre poumon. Vous voyez que vous lui avez remis la plénitude des pouvoirs. Ça a été la pomme de discorde entre les deux anciens amis. Ils se sont retrouvés à couteau tiré. Ça a conduit l'un en exil, l'autre et a continué par gouverner. Maintenant, à la fin de ce que nous constatons, l'homme d'affaires est devenu le calife à la place du calife. Il vient, il restaure son empire financier, il se renforce, il prend le port, il se substitue lui-même à la douane. Et puis, vous voyez que déjà, à ce niveau, il a appris toute l'économie. Les autres activités, concernant le secteur hôtelier, il est maître dans le secteur. Dans le secteur du transit-transport, c'est toujours lui. Donc, celui qui dit qu'il y a monopole de fait dans une économie libérale, celui qui le dit n'a pas menti. Et si pour cela, on doit pouvoir envoyer un jeune en prison, vous voyez que nous sommes en train d'aller progressivement vers des dérives. Merci beaucoup, Monsieur Sabissira Korogoné. Ma question tout de suite, c'est de savoir comment se porte votre mouvement aujourd'hui, la coalition Bénin Debout, et quelle est votre vision à court terme? La CBD on a installé le comité d'organisation le 25 février 2024 pour qu'il nous amène en congrès 6 mois plus tard. Mais réflexion, chemin faisant, on se rend compte que aller en congrès, c'est se mettre dans une posture inconfortable. Parce qu'on ne peut pas dire que le code électoral est à pétanquer et qu'on aille se conformer à une partie de ce code. Donc, on a décidé de ne plus aller en congrès, mais plutôt d'aller vers la création d'un mouvement citoyen que nous avions appelé la vague orange pour la restauration de la démocratie et l'état de droit, que nous avions lancé le 2024 pour pouvoir amener le citoyen à prendre ses responsabilités. Parce que pour nous, il n'est pas question de se jeter dans des... en tout cas, nous savons que pour en finir et restaurer l'état de droit, il n'y a qu'un seul chemin. Le seul chemin qui s'offre à nous, ce n'est pas un modèle qu'on va inventer. Il a été expérimenté récemment au Sénégal. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Et c'est là où encore... Je regrette que parce que quelqu'un a dit qu'il y a une révolution électorale, qu'on l'envoie en prison. Et nous qui parlons de révolution populaire, donc.
Parce que, en toute responsabilité, je le dis, le seul chemin pour renverser les rapports de force et contraindre Patrice Talon à s'asseoir à une table de négociation avec le peuple, afin qu'on trouve ensemble un chemin qui nous conduirait vers des élections des plus inclusives, des plus transparentes et des plus crédibles. C'est le chemin emprunté par un certain Ousmane Sonko et ses camarades au Sénégal. Ce n'est que le chemin. Et c'est pour cela que d'ailleurs, lorsque nous parlions de la vague orange pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, notre projet phare, c'est 1 million de Béninois dans les rues de Cotonou à l'horizon août-septembre 2025 pour pouvoir montrer à la face du monde que nous qui ne sommes pas en phase avec le code électoral dont on parle, que nous sommes les plus nombreux et qu'il faille nous écouter, qu'un individu ou un groupe d'individus ne saurait se substituer à tout un peuple et au gré de leurs humeurs, de leurs intérêts, réussissent par un tour de passe-passe à faire de la manipulation et espérer que cela s'impose à la grande majorité et on ne peut pas accepter cela. Donc, c'est un peu le sens de notre lutte aujourd'hui. Donc, la coalition Bénin Debout est là, et vous savez très bien qu'un parti politique, ce n'est pas un fameux document qu'un individu vous donne, fût-il ministre de l'Intérieur. Oui, c'est une philosophie, c'est une vision. Vous parlez de certificat de conformité. C'est une conformité, récépissé provisoire, récépissé définitif. Donc, en fait, nous avons une vision. Nous sommes les premiers dans ce pays, au lendemain du fameux pseudo-dialogue politique de 2019, à avoir créé officiellement un parti politique. Parce qu'en son temps, on avait pensé que c'était possible de compter sur la bonne foi, d'aller à la création d'un parti politique, qu'on nous laisse aller à la seule élection qui nous permettrait d'avoir encore des parrainages et de participer au présidentiel en 2021. Malheureusement, c'est sans compter avec la ruse et avec la rage qui, à l'étape de la Sénat, a pu nous écarter et a essayé de nous museler. Et l'autre chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de pénétrer le dispositif de mon organisation pour le faire exploser de l'intérieur. Donc, voilà. Mais malgré tout cela, nous sommes debout, nous sommes sereins, nous sommes imperturbables et nous sommes conscients que l'enjeu est de taille. Nous sommes conscients que ce n'est pas dans la facilité qu'on va y arriver. Nous sommes conscients que ça nécessiterait beaucoup de sacrifices et nous sommes conscients qu'à la fin, c'est le peuple qui s'en sortira gagnant. Alors, si je comprends bien, M. Korogoné, la coalition Bénin Debout ne veut pas se conformer aux règles actuelles parce que d'après ce que nous voyons, d'accord, le constat, ce qui est factuel, c'est que ces gens de propos que vous venez de tenir, quiconque dit même, écoutez, voilà, chers Béninois, vous devez vous réveiller, on prend ces propos comme étant une incitation à la révolte. Et l'un des articles de leur code sur le numérique punissent là gravement. Quand on tient ce genre de propos, c'est clair qu'on va se retrouver à la criette rapidement. Donc, vous assumez vos propos malgré cela? Moi, j'assume pleinement mes propos. Okay. Et comme je l'ai dit à l'entame, je m'organise comme je peux. Très bientôt, on sera au Bénin, on fera ce qui est juste. Nous n'appellerons jamais à la violence. On n'appellera jamais, on n'incitera jamais personne à la violence. Nous savons que nous avons des droits et des devoirs. Parmi ces droits, quand nous ne sommes pas d'accord, nous sommes libres, en tenant compte, bien sûr, des textes et lois en vigueur en République du Bénin et aussi des conventions internationales. Nous avons la liberté de pouvoir manifester cela. Et c'est dans ce cadre, justement, qu'on le fera et sans embâche. Sans embâche et sans aucun complexe. Je vois. Monsieur Korogoné, en 2018, vous dénonciez un recul du vivre ensemble sous le régime de Monsieur Patrice Talon. Est-ce qu'avec un peu de recul aujourd'hui, vous ne pensez pas que vous étiez peut-être un peu trop dur? Le fossé s'est davantage creusé. Nous, on alertait déjà à cause des prémices. Vous savez, c'est opportunément qu'ils essaient pour manipuler l'opinion, d'opposer une partie du peuple à l'autre et de vouloir donner l'impression à une partie du peuple qu'ils travaillent pour eux et que les autres peuvent aller se faire voir.
Mais ce qui s'est fait compter avec l'intelligence du Béninois. Nous avons eu la chance d'avoir un homme à la tête du pays, celui d'ailleurs même qui a eu le plus de temps à la tête de notre pays. Et je veux nommer le général Kérékou, qui n'avait que pour cheval de bataille, et comment on appelait ça, l'intégration entre nos cultures, et puis le brassage s'est fait. Le seul héritage que le général Kérékou nous a laissé, c'est que après son règne, on n'avait plus de Dahomey, on n'avait plus de Toménon. Et le Dahomey a épousé le Toménon, le Toménon a épousé la Dahomey, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau, ce n'est plus possible de réussir à nous diviser, malgré que la volonté est manifeste, de faire croire à une partie du pays que les autres ont dirigé suffisamment longtemps et que désormais c'est leur tour. Et non, beaucoup de Béninois de la partie méridionale ne tombent pas dans cette travers. Je vois. Ils sont très intelligents, ils savent que c'est de la manipulation. On ne peut plus opposer un Béninois du Sud à son frère du Centre ou du Nord, et vice-versa. Ce n'est pas possible. Grâce à Dieu, grâce au général Kérékou. Maintenant, ces manipulations profitent à certains, et puis nous l'avions dénoncé très tôt, et lorsqu'on le dénonçait, c'était encore les prémices. Aujourd'hui, ces trias le vivre ensemble n'est plus réalité, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Au-delà de la manipulation, il y a la misère, il y a la précarité, la pauvreté, qui fait que quand vous avez faim, quand vous n'avez pas la possibilité de joindre les deux bouts, qu'est-ce que vous avez à foutre avec une histoire de vivre ensemble? Vous pensez à vous. Le jeune Béninois aujourd'hui, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il recherche? Ce qu'il va peut-être se nourrir avec dans la journée. Quand vous êtes jeune et que ce qui vous préoccupe dans la journée, c'est ce que vous allez mettre dans votre petit ventre ou donner peut-être à votre petite famille, à quel moment vous projetez dans l'avenir pour penser à l'avenir de son pays, à l'avenir de sa famille. Donc c'est là où se trouvent les difficultés et puis le fossé se creuse de jour en jour. Oh, je vois. Mais là, cela m'étonne un peu de vous entendre dire ça parce que économiquement, le Bénin se porte bien, hein, d'après les chiffres que nous avons. Quand vous dites que le Béninois a des difficultés à manger, voilà, ça m'étonne en fait. Vous y croyez-vous? On se bat au quotidien pour faire croire au Béninois qu'il n'a pas faim. Alors que c'est sa condition à lui. C'est lui qui est conscient de sa condition. On veut le convaincre qu'il n'a pas faim. Vous savez, ça m'amène à vous dire une réflexion toute simple que j'ai eu à faire. Et le développement doit être structuré et harmonisé. Et ça doit tenir compte de l'humain. Le développement est d'abord humain. Voilà. Et le développement, c'est la matière première. La matière première, il y en a de deux ordres. Okay. Nous avons les matières premières naturelles que la nature donne gracieusement à certains pays. Je vois. Et on a les matières premières que l'homme lui-même fabrique par son travail, essentiellement dans l'agriculture. OK. Chez nous, jusqu'à l'heure où je vous parle, notre pays n'est pas encore inscrit à l'OPEP. Encore que nous ne sommes pas producteurs de diamants, d'or ni de pétrole. La seule matière première que nous avons au Bénin, c'est la matière première que nos vaillants parents produisent chaque année. Et le plus grand d'entre eux, la plus grande d'entre eux, c'est le coton. OK. Voilà. Donc, si on veut faire le développement au Bénin, on doit quitter par la matière première en renforçant déjà et en améliorant les conditions de travail et de vie de ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, nous produisent cette matière première. On doit faire ça en urgence, par reconnaissance. Je vois. Chez nous au Bénin, quand on vous appelle agriculteur, c'est que vous êtes condamné à être pauvre. C'est sérieux là, monsieur Corgonnet, vous pensez que le paysan béninois ne vit pas bien? Moi, je viens du bassin cotonnier, je viens de Banikwara. Je n'ai jamais vu un de mes parents être à l'abri du besoin. Toutes les fois que moi, j'avais l'opportunité d'aller en vacances, je préférais, au lieu de quitter Parakou pour Cotonou, je préférais aller à Banikwara, aider mes oncles dans leur champ. Ça me passionnait, j'aimais bien ça. Je vois. Aucun de ces oncles-là n'est à l'abri du besoin. Je n'ai jamais vu un cotonculteur à l'abri du besoin. Vous êtes sûr, même au moment où le Bénin était premier en production de coton?
Le coton n'apporte rien aux cotonculteurs. Le coton n'apporte rien au Bénin parce que au Bénin, si c'est une activité rentable, on ne parlerait plus jamais de subventions. Si l'activité est rentable, on parle de subventions chaque année, ça veut dire que l'activité n'est pas rentable pour le pays. Le pays est obligé de mettre la main dans la poche. Mais l'activité est rentable pour qui alors? Pour un seul individu qui n'a jamais produit 1 mètre carré de coton dans sa vie. Donc, pour faire un développement, il faut renforcer, améliorer les conditions de travail de nos vaillants cotonculteurs d'abord, de nos vaillants agriculteurs en général. Créer les conditions, importer la technologie pour transformer nos matières premières sur place. C'est ce qui va créer de la richesse. Mais on a la GDZ. On a la GDZ, non? Je viens, monsieur Achille. Okay. C'est ce qui va créer des emplois et ça qui va créer la richesse. Bon, maintenant, au lieu de cela, on passe à côté de la plaque, on laisse tomber tout ce processus et on va directement vers ce qui devrait être le résultat d'un développement, l'embellissement. On prend les artères de Cotonou, on s'endette, c'est un peu comme si vous vous endettez pour vous acheter un costume, à moins que vous soyez mannequin. Quand vous vous endettez, c'est des investissements avec l'argent que vous avez emprunté. Des investissements qui vous permettront de rembourser à ceux qui vous avez emprunté de l'argent. Mais c'est nous, on emprunte, on endette notre pays dans une opacité qui ne dit pas son nom. Et puis, on embellit quelques artères qu'on filme et on dit que oui, c'est déjà bon, on est en train de développer et on ne sait même pas à quel taux, on ne connaît pas le coût des infrastructures. Lorsque ces gens quitteront le pouvoir, je suis sûr que ce qu'on découvrira nous fera grandement ouvrir la bouche parce que ça va aller au-delà de l'étonnement. Ah bon? OK, là, ce sont vos propos. Certains estiment que la rigueur du chef a permis des avancées visibles, d'accord? Ce que vous appelez de l'embellissement, pour beaucoup de Béninois aujourd'hui, c'est une avancée réelle. Le Bénin aujourd'hui est beau. Le Bénin qui était inconnu pratiquement dans le monde. Aujourd'hui, on a le mur de graffiti le plus long et tout le reste. Les gens connaissent le Bénin aujourd'hui, là. Soit c'est pas ignorance et qu'on leur pardonne, ou soit c'est pas mauvais espoir et il faut leur pardonner aussi. Il faut leur pardonner aussi. Et moi, je pense que les gens sont assez lucides pour comprendre que nous sommes avec le régime le plus corrompu et le plus corrupteur qu'on ait jamais connu dans notre pays depuis 60. Nous avons ces champions dans le domaine qu'on n'a jamais connus depuis 60 et qu'ils se rassurent, on ne les laissera pas continuer impunément. Continuer impunément à faire de notre pays ce qu'ils veulent. On ne les laissera pas. C'est pour cela que il y aura toujours des gens qui auront l'inspiration qu'il faut et qui comprendront. Vous avez parlé de GDZ, oui, la GDZ. Oui. Bon, vous êtes très intelligent, j'ai du plaisir très souvent vous écouter. Vous savez très bien ce qui s'y passe. Vous savez très bien que ça, c'est juste un peu comme un artifice. Quand vous parlez d'industrialisation, vous devez avoir l'intelligence de rapprocher l'industrie de la matière première. Pourquoi? Quand mes parents produisent la matière première et que c'est cette matière première qui m'a permis d'aller moi à l'école, en priorité, lorsqu'on rapproche l'industrie de la matière première, c'est déjà, sur le plan du business, c'est déjà un gain considérable pour déjà le promoteur de l'industrie. Parce qu'il n'y aura pas de problème au niveau du transport. Mais un grand gain pour les populations qui produisent la matière première. Ça, c'est vrai. Les enfants vont travailler. Imaginez qu'on ait installé une usine de transformation de coton à Niki ou à Banikwara. Pas d'égrenage, de transformation réelle. À Niki, on va faire appel à des infrastructures hôtelières. Moi, j'ai fait une petite enquête entre Lomé et Cotonou.
les bonnes dames qui vont en Chine ramener les tissus importent par an à peu près 300 conteneurs, je crois. 300 conteneurs, par trimestre ou par semestre, je ne me rappelle plus bien des données. Mais si on fabrique ça ici, ces bonnes dames qui sont à Cotonou, qui vendent ce tissu, qui sont à Lomé, qui vendent ce tissu, qui sont même au Ghana, un peu partout dans la sous-région, vont préférer, au lieu d'aller en Chine, aller à Banikwara acheter les tissus. Je vois. Mais qui gagne? Qui gagne? C'est toujours la progéniture de celui qui a produit sa matière première et ce ne serait que justice. Maintenant, vous recrutez les jeunes, vous avez détruit plein d'emplois, vous recrutez des jeunes dans une dynamique esclavagiste, et puis, bon, ça ne plus sécurité. Le travail est précarisé chez nous. On dit on a précarisé le travail parce qu'on a besoin de retourner notre peuple à l'esclavage. Et vous pensez que ce qui se passe, non. Lorsque on aura de vrais outils au moment opportun, on saura exactement de quoi il s'agit. Quel est l'argent investi? Est-ce que c'est le contribuable qui a investi? Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête et le dire, on ne sait plus qu'est-ce qui appartient au Bénin et qu'est-ce qui appartient à son président. On ne le sait pas de façon claire, on ne le sait plus. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a conflit d'intérêts? Beaucoup de conflits d'intérêts. Wow. On est assis que sur des conflits d'intérêts. On est assis que sur des conflits d'intérêts. On ne sait plus ce qui appartient au Bénin. On ne sait plus ce qui appartient à son président. On ne sait plus rien du tout. Il faut absolument qu'il y ait alternance au sommet de l'État en 2026. Et quand je parle d'alternance au sommet de l'État en 2026, ce n'est pas un changement de, c'est pas comme un genre de chaise musicale, non, pas du tout. On ne doit pas permettre à M. Talon, même s'il va partir lui-même, de nous installer un président. On ne doit pas le lui permettre. Et ça passe absolument. Ça passe par la remise en cause du code électoral en l'État, rééquilibrer les rapports de force avec lui, trouver le chemin, un chemin consensuel qui nous mènerait aux élections générales 2026. Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'on pourrait éventuellement parler d'élections dans notre pays. Dans notre pays. Crédible et dans notre pays. Oui. Mais à vous entendre, c'est à croire que tout ce que nous avions bâti juste là, la réforme du système partisan, l'assainissement de la vie politique, tout ça sera balayé du revers de la main? Tout ça, ce n'a été qu'une tragique comédie pour permettre à un homme d'assouvir ses envies, de gérer selon ses émotions. Sinon, de quoi vous parlez? Ouais, il y a eu un assainissement de la vie politique avec... oui. Le système partisan n'avait qu'un seul objectif. Lequel, monsieur? C'est de maîtriser le champ politique, de privatiser le champ politique. Je vois. De privatiser le champ politique. C'est des gens qui n'aiment pas voir des gens qui ont le sang militant. Quand vous avez le sang militant, vous n'acceptez pas tout. Je vois. Ils sont prêts à faire du remplacement à tous les niveaux, y compris au sein des partis politiques, y compris au sein des formations politiques. Dans la vie politique, on veut compartimenter tout. On fabrique ces hommes politiques qui n'ont aucune capacité. C'est eux qu'on fabrique et c'est à eux qu'on confie des rôles. Parce que pour eux, c'est un cirque où des gens doivent venir jouer des rôles. Je vois. Et ces rôles sont toujours joués, jamais dans le cadre de l'intérêt général, mais plutôt des intérêts égoïstes et individuels. Donc c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Le système partisan est un socle sur lequel on s'est basé pour exclure et pour empêcher la compétition électorale. C'est la raison pour laquelle on a privatisé le champ politique et c'est pour cela d'ailleurs que on ne peut pas permettre qu'un individu privatise le champ politique. Donc, juste pour mieux vous comprendre, vous êtes en train de nous dire là que tous ces regroupements qu'il y a eu, tous ces hommes-là sont là un peu comme en prison, c'est des gens qui ont décidé de se fondre dans de grands ensembles pour
en vue d'assainir un peu la vie politique, parce qu'on parlait de marchandage politique, où il y avait des partis politiques de régions, de familles et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On a de grands rassemblements comme le BR et qu'on appelle l'UP, pour ne pas dire UPR. Voilà. Un parti politique, Oui. C'est une vision, c'est une philosophie. D'accord. Aucune loi ne peut contraindre des gens qui n'ont pas la même vision de rester ensemble. Je vois. C'est des châteaux de cartes construits sur du sable. Ça ne tient à rien. Sérieux, Même là? pas à un fil. Oui, à rien. Il suffit que le régime dégage pour que vous voyez qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. D'accord. Oui, il n'y a rien là. On n'a rien à serrer du tout. On n'a rien à serrer du tout. On a fait que privatiser le champ politique. On a des ennemis, on a des adversaires qu'on ne veut plus voir animer la vie politique. Je vois. On utilise la loi, on manipule les tests pour empêcher qu'il y ait compétition électorale. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, malheureusement, depuis 2016. La dernière élection à laquelle on a participé et qui a été une période de fête dans notre pays, comme nous en avons l'habitude, c'était en 2016. Après ça, tout rien. Tout le reste n'est que saupoudrage. Même dans la création d'organisations. J'ai dit tantôt que j'ai été le premier à créer une. Oui. Oui, lorsque j'ai créé cette organisation et que je m'attendais à avoir mon récépissé, j'ai reçu des coups de fil de gens, d'autorités. Écoute, change de langage parce que c'est que tu te fais. Mais si moi je suis à jour et que mes documents sont à jour, vous me dites c'est le langage. J'ai le langage pourquoi? Je vous dis, donnez-moi mon récépissé. Ah non, il faut parler doucement et nous on va intervenir auprès du président de la République pour qu'on puisse voir la possibilité de donner ton récépissé. Et pourtant, nous sommes dans un pays où il n'y a plus de corruption. Donc, comment ça se fait qu'on doit intervenir pour vous? Arrêtez. On a tué les petits corrupteurs, on a tué les petits corrompus pour en fabriquer de plus gros. Vous êtes sérieux là? Et c'est ça qui gangrène notre pays aujourd'hui. Comment on va me dire qu'il n'y a pas de corruption? On fait semblant, le contrebandier est devenu douanier et il fait tout pour faire croire que lui est devenu très propre. Quand est-ce que lui est devenu propre? Lui va dire à qui qu'il est devenu propre. D'accord. Dans un passé encore récent, son nom a été cité dans des scandales qu'on n'a jamais entendus dans notre pays. Scandale financier. Ah bon? Scandale financier. Oui, dans un passé récent, des dossiers étaient inscrits dans nos tribunaux en son nom. Mais ces dossiers passaient où? Parce qu'il est devenu président de la République, peut-être. OK, peut-être ils ont bien en suspens. C'est possible tout ça. Mais dans un passé récent, on a entendu parler de tentatives d'empoisonnement d'un chef d'État en exercice. On n'a jamais encore, en réalité, vu clair dans ce dossier. Donc, quelqu'un qui a eu son nom, moi, je crois toujours à la présomption d'innocence. Mais quelqu'un qui a eu son nom dans ce genre d'affaires ne peut pas venir nous faire la leçon. Il ne peut pas nous faire la leçon. Voilà, il ne peut pas nous faire la leçon. D'accord, monsieur Korogoné. Dites-moi, il y a une question qui me trotte à l'esprit là. Depuis 2019, à chaque élection, nous avons vu l'apparition de nouvelles barrières. D'abord, en 2019, c'était le certificat de conformité. Après, on est passé au parrainage. Après, seuil de représentativité dans chaque circonscription électorale. Aujourd'hui, il faut 20% dans chaque circonscription. Alors, dites-moi, est-ce parce que votre coalition, la coalition Bénin Debout, ne se sent pas capable de franchir ces étapes-là, qu'elle opte pour ce que je peux appeler cette révolution populaire? Il faut lutter absolument contre toute forme d'injustice. Il faut lutter contre toute forme d'injustice. On ne peut pas à chaque étape corser pour empêcher la compétition, pour empêcher le peuple de s'exprimer. C'est ce qu'on fait tout simplement. Un jour, on se retrouvera, si on se conforme à chaque fois, on se retrouvera avec des dispositions
qui vont imposer d'avoir 100% maintenant avant d'avoir un siège. Si ça continue en l'état. Donc, il faut arrêter l'hémorragie tout de suite. Parce que c'est une situation aujourd'hui, et il y a des gens qui, manquant d'un peu de foi, ou des gens de peu de foi, ou des gens manquant de conscience, soutiennent le faux aveuglément. C'est une situation qui peut nous amener vers l'irréparable. Il faut l'arrêter tout de suite. Cette manipulation pour des intérêts égoïstes doit s'arrêter tout de suite. Et les gens les plus lucides doivent trouver le moyen, quel que soit ce qui pourrait éventuellement les avoir opposés hier, doivent trouver le moyen de mettre tout ça de côté, s'asseoir, de mettre de côté leurs propres intérêts, s'asseoir, penser à l'intérêt général, penser à ce pays, et qu'on travaille à mettre hors d'état de nuit ces gens-là, et que ça ne se répète plus jamais dans notre pays. Que ça ne se répète plus jamais dans notre pays. Qu'aucun individu ne puisse jamais s'arroger le droit à lui tout seul de soi-disant réglementer le champ politique. Vous savez, quand on parle de réforme, vous pouvez réformer tout, sauf faire des réformes dans le cheminement qui vous a conduit vos pouvoirs sans concertation préalable avec les autres. Vous devez asseoir avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais nous avions eu des assises nationales au Bénin. Assises à quel moment? Je ne me rappelle plus l'année, mais le président avait appelé les partis, avait les partis d'opposition. Un pseudo dialogue politique qui est d'ailleurs né le jour où j'ai lancé le mouvement populaire de libération. Le 12 septembre 2019, j'ai lancé le mouvement populaire de libération, mouvement à caractère insurrectionnel à 16h. À 19h, on donnait un récépissé provisoire au FCBE. Et on convoque les jours d'après un dialogue politique, soi-disant, pour pouvoir discuter des problèmes du pays. On convoque cela, on fait asseoir les FCBE, l'aile corrompue, on les fait asseoir, et puis on crée un faux dialogue. On dit qu'on libère les prisonniers politiques alors que c'est les otages. C'est les otages. On connaît. Et puis, on reste là, on est prend pour des briques de 15. Et puis on se lève, on dit non, il y a parrainage. Il y a parrainage désormais. Bon, c'est quand même faire preuve de tout le passage que de se laisser aller à des choses comme ça. Donc, on n'a jamais eu de véritable dialogue politique. Et j'en profite pour dire ceci. Un dialogue politique, il y en a qui font des confusions. Dialogue politique, pour moi, ce n'est pas un dialogue entre le peuple et ses dirigeants. Tu vois. Non. Les dirigeants ont beaucoup de canaux pour échanger avec le peuple qu'ils dirigent. Ça, c'est vrai. Le véritable dialogue politique, c'est un dialogue entre le peuple et lui-même. Je vois. Lorsque le peuple prendra une décision, elle s'imposera à tous. Parce qu'à la fin, c'est le peuple qui a le dernier mot. Et nous allons créer les conditions pour que le peuple se parle à lui-même, se regarde dans une glace, se parle à lui-même et prend des décisions. Lesquelles décisions s'imposeront à tout dirigeant. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nul besoin de vous demander ce que vous pensez des dernières candidatures qui ont été annoncées ça et là. Nous allons continuer rapidement. Dites-moi, Monsieur Korogone, vous avez présenté votre opinion par rapport à tout ce qui a été fait juste là. Si vous devez faire un bilan honnête, d'accord, on doit être au moins honnête que tout n'a pas été noir. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être énumérer qui se serait passé depuis 2016 à nos jours, qu'on peut au moins mettre à l'actif de la rupture? Tout n'était pas noir, n'est-ce pas? La seule chose que je mets à l'actif et qui est actuelle, parce qu'ils ont saisi les moyens du moment, l'opportunité du moment, pour amener notre administration en partie vers sa dématérialisation. Okay. Le fait qu'on puisse être à Cotonou et avoir son acte de naissance à Kandy ou à Malanville, pour moi, c'est une très bonne chose. Merci. Celui qui a initié cela
au sein de leur régime leur a fait avoir, à mes yeux, quelque chose à présenter. Quelque chose à présenter. Voilà. Ça impacte de façon directe le citoyen et c'est tout à leur honneur. Après ça, honnêtement, ils ont fait du brigandage à notre pays. Ils ont géré avec opacité notre économie, l'argent du contribuable. Et je pense que tôt ou tard, on fera le point et on verra bien à quel moment situer les responsabilités. Et chacun, honnêtement, va venir répondre tôt ou tard. C'est exact. Parce que j'ai un aîné que j'affectionne beaucoup, que je ne veux peut-être pas citer, mais que je citerai, c'est le docteur Alessandro Mutondi. Il m'a dit un jour, en fond, parlant d'un autre qui s'est fait épingler dans une affaire de corruption, il me dit, en fond, Alutokwa en coup. Je vois. Alutokwa en coup. Et c'est resté dans ma mémoire comme ça. Et puis, j'en tiens compte. J'en tiens compte moi-même dans mon cheminement. Je pense qu'il faut en tenir compte. Nous sommes un pays très pauvre, très faible, qui ne mérite pas qu'on le gruse. Qu'on le gruse. Le Béninois fait pitié. Le Béninois fait pitié. Le Béninois a de la peine à pouvoir assouvir à ses besoins vitaux. Je vois. Le Béninois propriétaire du Bénin a de la peine. Le jeune Béninois ne sait même pas que c'est la volonté politique qui doit créer le cadre qu'il faut pour son épanouissement. Il ne le sait pas. Quand vous parlez peut-être politique, on vous dit, oh, allez travailler. Oui, ça fait partie des commentaires que vous avez. Quand vous critiquez, on dit, mais c'est parce que vous ne travaillez pas. Moi, je travaille, alors allez travailler aussi. Bon, quand travail ils font, c'est l'État. L'État qui crée les conditions avec les moyens de l'État. Qui crée les conditions pour que le dernier des citoyens puisse s'épanouir dans son pays. Je vois. À travers l'activité qu'il a choisi de mener. Je vois. Pour envoyer, ne me dites pas que je vais peut-être à leur sujet. Non, il n'y a pas de souci. Le peuple, dans la direction de l'entrepreneuriat, il faut en créer les conditions. Aussi bien au niveau de la formation déjà. Je vois. Et aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de d'autres paramètres. Il faut créer les conditions. Les conditions. Un pays responsable, un gouvernement responsable met sa jeunesse au travail. Je vois. N'a pas pour principale vocation de l'envoyer tous azimuts en prison. D'accord, monsieur. Donc, il y a plein de choses à dire dans ce que nous sommes en train de vivre au Bénin, mais je crois que de plus en plus, des esprits éclairés vont peut-être nous rejoindre pour qu'ensemble on fasse ce qu'il y a à faire, parce que ne nous trompons pas d'objectif et ne nous trompons pas d'enjeu. Merci beaucoup, monsieur Korogoné. Lorsque vous parlez de corruption, cela m'amène à vous poser cette question. L'actualité aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la Ponagate. Nous avons entendu lors d'une sortie à Parakou, l'ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines parler de siphonnage. Et quelques jours après, il s'est excusé. Que pensez-vous de cette actualité? Je l'ai écrit sur ma page Facebook. Okay. Il a commis un péché et s'agissant d'une mafia. Quand c'est à l'intérieur d'une mafia, c'est un péché. Mais quand il s'agit de gens ordinaires comme nous, ce n'est pas un péché. On doit le célébrer. Violer l'omerta, c'est le mafieux. On peut vous passer à la guillotine. Sure. Il ne devait pas, dans cette mafia dans laquelle il était, avoir le courage de dénoncer. De dénoncer parce que la loi de l'omerta, il ne faut jamais violer. C'est la loi du silence. C'est la loi du silence. Il a violé la loi du silence, il en paye le prix fort. Je vois. Mais c'est tout à son honneur. Il vient ainsi de donner des pistes. Au moment opportun, on vérifiera.
On vérifiera dans les moindres détails. Vous savez, j'ai quelqu'un, un aîné, c'est le père d'un ami à moi, qui est un officier supérieur de l'armée à la retraite. Quand il venait chercher sa pension, des fois, il me demandait de l'accompagner au mess des officiers. Quand on allait au mess des officiers, pendant qu'il est assis, les jeunes officiers qui sont là, qu'il a formés en son temps, viennent lui faire des cadeaux. Et il a même pas une pension peut-être de X francs. Mais en partant, il part avec 5 fois sa pension. Je vois. Et ces jeunes officiers sont tellement contents, certains d'entre eux capitaines, lieutenants, colonels, commandants. Et quand on parle chaque fois, il me dit qu'il a un collègue qui ne peut pas venir ici. Parce que lorsqu'ils étaient aux affaires, son collègue avait tellement martyrisé ces jeunes qui sont aux affaires aujourd'hui. Et c'est ce jour-là, il m'a dit, quand tu es d'un certain âge, la sagesse devrait vous amener, quand vous êtes d'un certain âge, la sagesse devrait vous amener à ne jamais rentrer en conflit avec des gens qui ont l'avantage du temps. Je vois. Ne rentrez jamais en conflit avec les gens qui ont l'avantage du temps. L'avantage du temps. Voilà. Nous, je pense que, humblement, nous avons l'avantage du temps. Je vois. Nous sommes de cette génération qui, dont la majorité a perdu le sens des valeurs. Moi, j'ai la chance d'avoir été en partie à l'école nouvelle. On nous enseignait le civisme et la morale. On avait des activités extrascolaires qui nous amenaient dans des vergers qu'on allait nettoyer sans avoir la garantie de manger une seule mangue de ce verger. De ce verger. Ça nous a donné l'amour du bien commun. L'amour du bien commun. Et ça nous amène aujourd'hui, dans notre parcours, à nous battre pour l'intérêt général. Ce qui n'est pas commun chez nous. Parce qu'on a une sociologie chez nous qui fait croire que quand vous voyez quelqu'un se battre et qu'il a des intérêts personnels derrière. Et on commence par le soupçonner. Parce que c'est la règle. C'est la règle. Je travaille pour l'intérêt général. Je n'ai pas d'intérêt particulier dans ce que je suis en train de faire depuis 2018. Je le fais pour l'intérêt général parce que c'est ce que mon éducation m'impose. Je vois. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Korogone. Maintenant, nous allons parler un peu diplomatie régionale et sécurité nationale. Dites-moi, nos relations avec le Niger, le Burkina, nos relations avec le Niger, le Burkina se sont fortement détériorées ces dernières années. Quelles solutions proposeriez-vous, par exemple, pour sortir de cette crise diplomatique qui pénalise nos citoyens et notre économie? Lorsque ça faisait rage, j'en avais parlé. La seule clé pour que le Bénin retrouve ses relations d'antan avec ses voisins, c'est l'humilité du chef de l'État. Il faut qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il reconnaisse à un moment donné qu'il y a eu excès de zèle. Il y a eu excès de zèle. Et ce que nous avons peut-être ignoré lors de cette crise, c'est que les pays sahéliens, là, les pays sahéliens ont un peuple qui a une capacité de résilience. Parce que très longtemps maintenu dans la précarité. Dans la précarité. Ils savent souffrir. En tout cas, ils s'adaptent plus vite à la souffrance que nous autres. Donc, les questions liées à la souveraineté de chaque pays, de la manière dont nous sommes jaloux de notre souveraineté, on ne devrait pas chercher à être plus royaliste que les rois dans les autres pays. Si l'ancien président du Niger, Bazoum, était leur ami, et que cela ne voudrait pas dire que nous sommes pro coup de force, mais non.
Ok. Mais si dans leur pays, ils ont décidé d'aller dans ce sens, Dans ce sens, prenons acte. Prenons acte mais nous et l'avons travaillons avec les fait, nouvelles autorités. mais nous l'avons fait par solidarité à une organisation sous-régionale, la CEDEAO. Ce n'est pas une décision que nous avons prise sur notre tête. La CEDEAO n'a pas des intérêts de façon directe avec le Niger. Les autres pays. Quel est l'intérêt direct que le Sénégal a, par exemple, avec le Niger? Lorsque le Mali s'est retrouvé dans la même posture et qu'on a demandé au Sénégal de fermer, ça n'a pas duré 48 heures. Les camions se sont liés 48 heures après. Macky Sall a ouvert les frontières en même temps. En même temps. Sans attendre l'avis favorable. L'avis favorable de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation de pays. Les Nigériens se sentent plus proches des Béninois. Un autre chef d'État au Bénin allait être l'avocat du Niger auprès de la communauté. Au lieu de cela, on a constaté que c'est lui qui a été l'homme le plus dur. Est-ce que lorsqu'on a fermé les frontières et que les gens manquaient de médicaments dans les pharmacies au Niger, c'est le général Tiani qui est tombé, qui est mort? Non, pas du tout. Le général Tiani avait les moyens, s'il avait un membre de sa famille qui avait besoin de médicaments, de demander à ce qu'on envoie de n'importe où. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, la frontière est fermée. L'activité à Malanville, quand vous allez à Malanville, vous avez l'impression d'être venu dans un cimetière. Je vois. C'est dangereux. Maintenant, on ne fait pas preuve d'humilité. On a eu un ambassadeur, que je salue au passage, qui a eu l'intelligence à un moment donné d'adoucir les propos, de tenir des propos mitigés pour, en tant qu'ambassadeur, faire en sorte que les liens puissent se rétablir. On le lui a reproché, on l'a rappelé. Dans ces conditions, qu'est-ce que les autres penseront? Est-ce que vous ne cherchez pas à ruser, à les ramener et puis à les frapper dans le dos? Dans le dos, je vois. On ne sait pas. Donc, il doit faire preuve d'humilité. Accepter de se rabaisser. Parce que c'est lui, et lui seul, qui est responsable de la situation, et c'est lui qui doit pouvoir corriger cette situation-là. Corriger cette situation-là. Merci beaucoup. On vous aurait entendu. C'est de sa responsabilité. Je vois, je vois. Merci beaucoup pour votre avis sur ce point-là. Un autre sujet me préoccupe à plus d'un titre. C'est le terrorisme qui frappe notre pays, particulièrement au nord. Selon vous, comment en est-on arrivé là? Et que faut-il faire pour éradiquer cette spirale? Je l'ai dit suffisamment. Il faut réussir à réconcilier nos forces de sécurité avec le peuple. Vous pensez qu'ils sont divisés? Si vous arrivez à une situation où les populations préfèrent traiter avec des terroristes que de traiter avec vos forces de l'ordre, il y a problème. Les forces de l'ordre sont censées les protéger. C'est ça. Il faut faire tout possible pour, déjà dans le cadre du renseignement, avoir l'appui des populations. Je suis d'accord. Quand on dit terroristes, on les recrute où? Ce sont les jeunes désœuvrés qu'on recrute. Ah bon? Je viens de Banikwara, c'est à Banikwara qu'ils ont frappé dernièrement. C'est les jeunes désœuvrés, quand vous voyez les images là, c'est les jeunes désœuvrés qu'on recrute. Imaginez par exemple que ces jeunes désœuvrés là aient du travail parce que leurs parents produisent du coton. Je vois. Et qu'on leur amène des industries qui transforment le coton sur place. À quel moment ils auront le temps d'aller faire du terrorisme? On a alerté en 2018 et j'en profite pour vous remercier parce que récemment, vous avez ressorti, et je l'ai revu grâce à vous, une émission que j'avais eu à faire sur Sika TV. Récemment, oui. Vous l'avez ressorti. Ouais. Et je me suis réécouté, j'ai vu qu'on était à la limite, dans un certain temps, on l'appellerait les prophètes. On était déjà en train d'alerter de cette situation-là. Vraiment. Et malheureusement, c'est les fils du Bénin qui n'ont rien demandé, qui ont décidé de mettre leur vie au service de la nation, qu'on décime au quotidien, qu'on tue tous azimuts, et ça ne met personne. Des familles qui
n'ont rien demandé, endeuillés au quotidien. C'est triste. Donc, honnêtement, il faut qu'on trouve le moyen d'éradiquer ce fléau très rapidement, parce que en plus de la misère, de la précarité, mettre l'insécurité dedans, je ne sais pas si on s'en sortirait. Ça, c'est vrai. Ça devient très, très dangereux. Il faut qu'on trouve le moyen de sortir notre pays rapidement de cette situation. Et ça passe par un travail conjoint avec les autres pays frères qui vivent le même calvaire. Et ça commence déjà par le dialogue. Par le dialogue, il faut trouver le moyen d'aller dialoguer avec les autres. J'ai vu les deux anciens présidents encore en vie prendre l'initiative d'aller à la rencontre des autorités au Niger. Et je pense que l'initiative va plus de nous. Parce que peut-être il y a quelqu'un quelque part qui a refusé de laisser les mains bouger. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu. C'est de la géostratégie. Si, par exemple, vous n'êtes pas maître de votre décision et que c'est quelqu'un d'autre de son pays qui vous impose des décisions, vous ne pouvez pas vous-même, même si vous le voulez, vous ne pouvez pas vous-même prendre des initiatives d'échelle. Je vois. On doit pouvoir penser Bénin, penser au Bénin et penser aux Béninois. Et pour cela, il faut avoir l'humilité de reconnaître son tort, d'aller sur la table de négociation avec les peuples frères du Niger, du Burkina, et ensemble mettre en place une politique commune pour pouvoir travailler à éradiquer ce fléau. Lorsque, au Burkina Faso, un régime militaire s'est installé, on a vu le président Talon aller au Burkina Faso. Et aller discuter. Mais ce qui a envenimé la situation, c'est la situation du Niger. Ils ont toléré le Burkina, mais pas toléré le Niger. Le Niger. Parce que pour certains, le Niger ne devrait pas sortir de leur joug. Pour certains. Je vois. Voilà. Donc ça fait, il y a beaucoup de choses en jeu, beaucoup de paramètres en jeu. Et je pense qu'ils auront l'intelligence de pouvoir absolument resolver cette situation. Et s'ils ne le faisaient pas, il faut que le temps s'accélère très vite. On parle de 2026 qui avance et que de nouvelles autorités viennent corriger cet état de choses. Merci beaucoup, M. Korogoné. Merci infiniment. En tout cas, pour moi, ça a été un énorme plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Dites-moi, vous avez maintenant l'occasion de vous adresser à cette jeunesse parce que moi, personnellement, j'aurais tellement aimé comprendre ces langues, que ce soit le Hausa, le Batonou et tout le reste, c'est-à-dire que les langues du Nord, pour pouvoir communiquer avec cette jeunesse-là qui, au moins, même si elle n'a pas été trop à l'école, parce que le plus souvent quand moi je m'adresse à cette jeunesse, je le fais en français, parce que je n'ai pas le choix en fait. Puisque moi je suis nago par exemple. Donc je suis obligé de le faire en français dans l'espoir que les jeunes qui comprennent au moins un peu le français puissent parler avec leurs parents, paysans et tout ça là, sur l'importance de collaborer avec les forces de l'ordre afin que le renseignement puisse aider ces agents de l'État à vraiment nous aider à lutter contre ce fléau-là. Alors, aujourd'hui, je suis sûr, vous devez parler une, deux ou même trois langues du Nord. Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider à passer un message à cette jeunesse, pas en français, mais dans les langues du Nord, afin qu'elle puisse comprendre que son salut ne se trouve pas, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je l'ai aussi plusieurs fois m'atteler ici, cette jeunesse est en train de trouver refuge dans les bras des terroristes contre nos agents de force de l'ordre, et ce qui est anormal, parce que normalement, ces gens sont payés pour les protéger. Alors, c'est sûr, et ça n'engage que moi, je le dis, j'ai mes pensées vraiment libres, je ne permets pas aux gens de me contrôler. Pour moi, il y a eu des actes qui se sont produits et qui ont amené cette population à ne plus se sentir en sécurité avec les agents de force de l'ordre. Ce qui les a poussés de l'autre côté. Parce que quelque chose s'est passé. C'est clair, quelque chose s'est passé. Ils ne se sont pas levés un jour pour dire, écoutez, on laisse les militaires, on va de l'autre côté. Alors, si
ces délinquants, ces voyous, ces criminels arrivent à les convaincre qu'eux, ils ne sont pas là pour eux, mais plutôt c'est-à-dire pour se venger des agents de force de l'ordre, et que une partie de la population se trouve être, est convaincue ou bien se trouve sidérée par ces genres de propos. Je crois qu'on a un problème de communication. Est-ce que vous pouvez passer quelques messages à cette jeunesse-là sur l'importance de collaborer, c'est-à-dire d'oublier, quel qu'en soit ce qui s'est passé avec les agents de force de l'ordre, d'oublier cela et de collaborer avec ces agents-là? Pour vous renforcer d'abord dans ce que vous dites, oui. On est là pour deux raisons. La première raison, c'est la précarité, c'est la misère. Je vois. C'est la fuite de responsabilité de l'État vis-à-vis d'une catégorie de la société. C'est ça déjà la première raison pour laquelle on en est là. La deuxième raison, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les populations analphabètes ont l'impression que le policier est un bourreau. Je vois. Que l'homme en uniforme est un bourreau. Déjà, hein, depuis longtemps. Il panique à sa vue, alors que logiquement, il devrait se sentir résolument en sécurité quand il se retrouve avec l'homme en uniforme. Donc, c'est des raisons qu'on peut corriger. C'est la sanction des dernières années, parce qu'on a envoyé dans certains côtés de notre pays les hommes en uniforme aller tirer à balles réelles sur des populations qui étaient les mêmes. Donc, ça n'a pas du tout aidé à sortir certains de nos compatriotes de cette situation. Et les plus dangereux, c'est ceux qui sont passifs. Je vois. Les jeunes farfelus recrutés ne sont pas les plus nombreux. Si on les recrute et que ceux qui sont aujourd'hui passifs pouvaient les dénoncer, ça aiderait les chefs, les forces de l'ordre à anticiper. Je vois. Mais on ne les dénonce pas, on les laisse. Ils ont beaucoup d'argent parce que ça vient d'où on le sait. Et puis, ils agissent impunément. Je vois. Et c'est le moment pour moi de saluer ce que vous faites. Il y en a, malgré vos efforts, qui s'en prennent à vous, je les vois. Ouais. Ils pensent même que vous faites l'apologie du terrorisme, alors que vous ne faites que de dénoncer. Dénoncer. Des faits, et que vous cherchez, vous aider à trouver, votre posture doit pouvoir aider à trouver résolument des solutions pour qu'on s'en sorte très vite. Moi, je suis Bariba, je vais alors là parler à mes frères et sœurs Bariba pour répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup. Donc, Nemero Bisibu Nabetobura, Nengibu Nabetobura, Baby Wan Benpa, Iwan Goguno, Natingo, Baby Wan Parago, Nikio, Nabepuro Tobura, Imanye Namabenye, Iye Taui Habon, Baye Banambabe, Salonga Wisusi, Iye Sansan Taui Hamon, Betawa Hamon, Taui Hamamomi, Haki, Yuru Babe Mwami, Gwenyon Hia, Betawa Hamon. Imanye Betty Kokiniko. We go on ya go mon. Mi ho ma bo gere kawo bana mama we go mon. Non, ego de. So non tiako. Ka be heso riba. In tomuwa be in tuba be pa inwa homi. Iko teru ide ye so riba son. Mbe son ani. Kabona bu gelbike. O be gelbike ma be seri ho bo be diri. Ma ba ma wa ho bu be mo. Domi bea ba wahamo. Bea ba wahamo. Ama yen san me ieki. Me be ga ba mi be bi ba wa ho. Ide
sous cahier P. Il est sous non-era. Ma non-era pas. Il est au déma. Il y a moins mi. Moi, il y a eu de la moins, il y a eu 10 mois. Il y a déma. Il y a eu 10 tours. Ma non-era, il y a déma. Ben, sojati. Ba ma pembu e kwa me, ma e kwa me, il y a ten. Il y a des non-era. Na ben, son aïmanien sans ça. N'est pas so, c'est la Korogone. N'est pas begi. Il y a des son non-tiako. 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 Na ben, to sans ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers frères. Merci, merci. Tu m'as donné l'opportunité de passer un message à travers votre canal à mes parents, qui me manquent beaucoup. Il manque beaucoup parce que j'ai pris l'habitude d'être tout le temps parmi eux, en train de discuter. Aujourd'hui, ils sont en difficulté à travers déjà leurs conditions sociales. Ça, ce n'est pas un fait nouveau, mais encore en plus de cela, l'insécurité qui les met dans un inconfort qui ne dit pas son nom. Je crois que avec un peu d'effort, on s'en sortira et pour le bien de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Korogone. Et si vous avez juste un mot de fin à cette jeunesse-là qui regarde à l'horizon et qui se dit on sera mangé à quelle sauce? Il y a une bonne partie de cette jeunesse qui n'a plus d'espoir, qui se dit tout est verrouillé, c'est-à-dire on ne voit même pas. Ils ne voient même pas le bout du tunnel. Il y a de ces gens, quand vous produisez des vidéos, quand ils viennent dans les commentaires, quand vous les lisez, vous sentez que vraiment, ça ne va pas. Et puis, c'est-à-dire, ils ne gardent même pas espoir que demain sera bon. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse-là? Vous me permettez, j'ai reçu un message aujourd'hui de la part d'un compatriote. D'accord. Je vais profiter de votre canal pour lui répondre parce que je ne lui ai pas encore malheureusement répondu. Je vois. Je fouille le message, permettez-moi. Non, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Je fouille le message, je vais lui répondre. Je vais profiter de votre canal pour lui répondre. D'accord. Je vois. C'est notre compatriote, il s'appelle Adi Nawa Sédécon Victor. OK. Il a pris pour habitude de me laisser des messages sur Facebook. Aujourd'hui, il m'a fait sa civilité. J'ai répondu comme à mon habitude. Et il vient enfin me dire, s'il vous plaît, je voudrais vous demander comment les choses vont se passer pour l'année 2026. C'est une préoccupation partagée. Et nous avons, si vous me permettez bien sûr, trébuché à la conférence des forces vives. OK. Nos problèmes ont commencé en 90. Je vois. Des gens se sont battus. Des fonctionnaires, pour certains qui n'avaient pas le salaire. Le salaire. Des communistes ou d'autres qui se sont battus. Je vois. Pour que les choses changent dans notre pays. Dans le pays. Au lieu d'en profiter pour faire une refonte totale de notre système, on a trouvé le moyen d'écarter les principaux acteurs qui ont provoqué la conférence. Je vois. Donc, ils n'étaient pas à la conférence. Et comme ils n'étaient pas à la conférence, les objectifs de la conférence ont été déviés. Je vois. Les gens, opportunément, sont rentrés, peut-être d'exil. Les gens, opportunément, sont venus à la conférence, mais ils n'avaient qu'un seul objectif. Et ça, c'est dans mes confidences avec le général qui me l'a dit. Leur principal objectif, c'était de venir prendre leur part. Du gâteau. Du gâteau. Et c'est d'ailleurs ce qui a porté leur choix sur un banquier. Quelqu'un qui, selon eux, avait la capacité de faire venir les partenaires au développement
de prendre l'argent chez les institutions de Bretton Woods et de mettre cela à leur disposition pour qu'ils puissent en jouir. N'ayant peut-être pas compté avec la rigueur du président Soglo, qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Et en 1996, ils ont décidé d'en découdre avec lui. Je vois. Ce qui s'est passé. Je vois. Donc, la conférence a été à la limite expéditive et a même remis en cause un certain nombre de droits acquis, qu'on n'a pas de droits acquis, d'acquis qu'on avait obtenus de la Révolution. On n'a pas été mauvaise dans tous les sens. Je vois. Tantôt, je vous parlais de civisme, de morale et d'activités dans les coopératives et tout. Je vois. Tout ça a disparu. Et ça a donné naissance à une jeunesse qui ne sait pas ce que c'est que le militantisme. Je vois. On nous a enseigné que quand vous n'avez pas été un grand militant, un bon militant, vous ne pouvez jamais devenir un bon leader. Je vois. Vous voulez bien répéter, vous voulez bien répéter cela? Si vous n'avez pas été un bon militant, un grand militant, vous ne pouvez jamais devenir un grand leader. Je vois. Et le leadership ne se décrète pas. Je ne peux pas aujourd'hui, même si je suis président de la République, prendre un décret pour dire M. Achille a parlé d'aujourd'hui un leader. Ça, c'est vrai. Le leadership est naturel et il s'impose naturellement. Et c'est dans des causes qu'on découvre les leaders. Ça, c'est vrai. Nous avons hérité au lendemain de la conférence des forces vives d'une jeunesse qui n'a compris que une jeunesse, au lieu d'être militante, est devenue une jeunesse électrice. Je vois. Qui accorde son suffrage qu'au plus offrant. Je vois. Ça fait partie des difficultés que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui. À avoir des gens qui se battront pour la cause pour laquelle on se bat. Je vois. Vous entendrez dire, ah, en tout cas, moi je veux pas aller en prison. C'est clair. Quand je vais en prison, on ne vous voit pas. Comme si on devait lutter pour un tiers. Je vois. Alors qu'on devait lutter pour soi-même. Pour soi-même. Pour ses réelles convictions, ses profondes convictions. Ses intimes convictions. Mais malheureusement, cette jeunesse d'électeurs rémunérés, c'est cette jeunesse d'électeurs rémunérés que l'on a besoin pour faire la lutte que nous devons faire. Ce qui rend la lutte un peu difficile. Donc il faut réussir en un temps record à transformer un tel jeune en un militant. Ça passe forcément par les formations assez élevées. Je vois. Nous allons engager ça très bientôt à travers le pays. Nous sommes en train de discuter avec les formateurs des formateurs. Okay. Il faut que les gens comprennent l'enjeu et que les gens prennent conscience qu'on n'est pas dans une lutte de personnes, dans une dynamique du haut toit que je veux mettre. Je vois. Si au Sénégal, la chose s'est bien passée, c'est tout simplement parce que le peuple sénégalais n'a pas de pété flanc à Ablaye Wade et à son fils Karim Wade. Je vois. Le peuple sénégalais a confié son destin. Le peuple sénégalais a confié son destin à des gens qui avaient le même problème que lui. Je vois. Vous entendrez dire certains qui disent, ah, vous aussi, même si demain on mourrait, là, maintenant, c'est vrai. Ça, c'est des propos désespérés. Je vois. Il faut redonner espoir au peuple, le mettre en ordre de bataille et qu'ils comprennent qu'il s'agit de ses propres intérêts. Et c'est pour cela que je dis ici, dans des mots, à mes compatriotes de prendre conscience que notre pays nous appartient à nous tous. Ça, c'est vrai. Ne l'abandonnons pas. Évitons d'être des vampires émotionnels. Je vois. Le vampire émotionnel, c'est celui qui n'est heureux. Il doit voir son processus psychologique. Je vois. Sociologiquement, il y a une partie du peuple qui prend du plaisir
pendant que lui, il ne fait aucun effort pour aller au sommet, il prend le plaisir à tirer vers le bas tout ce qui tente. Tout ce qui semble de grimper, je vois. Tente de grimper. On n'a qu'à sortir de là. Notre pays nous appartient à tous. C'est le seul héritage, d'ailleurs, qui restera. Nous tous sommes partis là. Il faut qu'il disparaisse. À un moment donné, il y a eu des gens qui se sont levés contre l'injustice. On ne s'accommode pas à l'injustice. Nous avons l'impérieux devoir de combattre cette injustice que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un pays aujourd'hui qui ne fait plus rien pour ses enfants. Notre espace est aujourd'hui occupé. Notre espace est aujourd'hui occupé. On n'est pas un peuple qui n'aime pas l'étranger. De plus en plus, l'étranger occupe notre espace. On doit créer les conditions pour que les Béninois puissent continuer par avoir les ressources appropriées et vivre, continuer de vivre décemment dans son pays. Merci beaucoup. Tout à fait aujourd'hui, pour sortir les Béninois, j'ai comme l'impression qu'on a envie d'envoyer les Béninois dans les campagnes et que nos grandes villes ne soient plus accessibles. Merci. Merci à vous. Je suis très heureux, très honoré d'avoir partagé cette moment. C'est moi. Merci beaucoup, M. Korogoné, pour votre disponibilité et la clarté de vos propos. Chers amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette interview. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir M. Sabisira Korogoné. Pour mon invité, une véritable alternance en 2026 est obligatoire et cela passe d'abord par la remise à plat du code électoral et la recherche d'un consensus national pour des élections réellement inclusives. Et d'après lui, une véritable révolution populaire serait indispensable. Concernant la corruption au Bénin, l'invité estime que le régime actuel n'a fait qu'éliminer les petits corrompus pour en fabriquer de plus gros. Selon M. Sabisira Korogoné, un véritable dialogue politique est un dialogue direct entre le peuple et lui-même. Il reconnaît toutefois que la dématérialisation partielle de notre administration est un point positif à mettre au crédit du régime de la rupture. Mais il insiste, un gouvernement responsable ne jette pas sa jeunesse en prison. Il la met plutôt au travail. Sur la question de l'insécurité au Nord, il identifie deux causes majeures. D'abord, le chômage qui rend les jeunes vulnérables au recrutement des groupes armés et à la fracture entre les populations et les forces de l'ordre. Il appelle donc à une réconciliation urgente entre le peuple et ceux qui sont censés le protéger. Voilà en résumé ce que l'on peut retenir de cet échange. Si cette interview vous a apporté un éclairage nouveau, pensez à liker et à partager autour de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Achille Fouye si cela n'est pas encore fait. On se trouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous politique. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.